cette fois c'est un autre update lecture et qui va être divisé en deux parties parce que j'avais plusieurs livres à vous présenter et je ne voulais pas mettre en ligne une vidéo qui soit trop longue. Donc vous aurez d'abord 3 livres dans cette vidéo et 3 livres dans la suivante. S'il y en a plus, si je me souviens de plus de livres, parce que je crois que j'ai lu plus que ce que j'ai apporté avec moi, donc je ferai une 3e vidéo si nécessaire. Enfin bref, je commence tout de suite par ma lecture pour le Dream Team Book Club. Donc on a choisi, enfin plutôt Sonia a choisi pour la lecture de mars voilà, le livre qui a été un de ses plus grands coups de cœur de l'année 2018. Donc c'est Oui de Yevgeny Zamyatin. Et oui, en fait, c'est une dystopie, la première dystopie écrite, enfin qualifiée de dystopie jamais écrite. Ça a été écrit en 1920 par un auteur russe. Le livre a été interdit pendant, au cours de l'URSS pendant, je crois, 60 ans. Et l'auteur a été obligé de s'exiler. Et son livre, en fait, n'a été publié pour la première fois, je crois que dans les années 80, début années 80. Voilà, donc c'est vraiment énorme de voir que il y a ce livre qui a été complètement oublié pratiquement, alors que parfois, enfin la plupart du temps, quand on écoute les personnes parler, enfin les booktubeurs, les auteurs, les médias, etc., quand ils parlent des premières dystopies, c'est soit 1984, un peu moins Le meilleur des mondes, mais pratiquement jamais Oui de Zamyatin. Donc en français c'est Nous aux éditions Rivage. Je crois qu'il y a une autre traduction avec un titre Nous autres. Mais voilà, donc il y a plusieurs traductions. Moi j'ai une traduction qui est un peu ancienne. La plus récente, je crois que c'est celle pour l'anglais, hein, c'est celle de l'édition Penguin. Et comment vous dire, alors c'est peut-être pas ma dystopie préférée de tous les temps, mais c'est clairement une dystopie qui met les bases. Donc moi qui a lu celui-là et 1984, je peux vous dire que George Orwell vraiment a pratiquement pris tous les éléments de ce livre, a réécrit un petit peu, a adouci un petit peu le texte et l'a remis à sa sauce pour le proposer encore une fois en 1948. Par contre, tous les éléments les plus importants, les trucs de base dans 1984 sont présents ici dans Oui, un livre qui a été écrit 28 ans avant la sortie de 1984, ce qui est quand même énorme. Le style d'écriture, donc ça c'est écrit dans le style de journal de bord, qui est écrit comme quoi pour une espèce extraterrestre qui pourrait rencontrer en fait un vaisseau spatial qui est construit par la population futuriste dans le livre, et en fait ils veulent propager leur mode de pensée, que ce soit en convainquant ces extraterrestres ou par la force. Et en fait, la première moitié du livre m'a plu plus que la deuxième moitié, parce que la deuxième moitié, elle est un petit peu plus chaotique, bien que je pense que c'était voulu par l'auteur, parce que il décrit vraiment la spirale de chaos et de perturbation dans laquelle tombe le personnage principal, qui s'appelle D503, et qui va happer cet homme et qui va vraiment bouleverser sa vie et le mettre, il va se retrouver dans un chaos total. Il va plus avoir de repères, il va plus savoir quoi faire, où aller, quoi penser, etc. Alors qu'il avait des certitudes inébranlables au début du livre, qui sont perdues vers la deuxième moitié. Et donc c'est un peu logique que le livre soit un peu plus déstructuré vers la fin, un peu plus chaotique, mais bon, c'est logique, mais ça ne veut pas dire que ça rend la lecture vraiment super agréable. Autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est au début vraiment la conviction
de ce personnage, alors qu'il parle qu'il explique en fait le mode de vie de cette société futuriste qui n'a plus absolument aucune liberté, mais même limite voilà, ils ne peuvent plus penser. Et c'est juste ça m'a fait froid dans le dos, quoi. C'est un des rares livres qui m'a fait ça, en fait. J'avais vraiment froid dans le dos en lisant ces pages, et c'est surtout, en fait, comment l'auteur arrive à retransmettre cette conviction profonde du personnage et du bienfait et de la justesse, voilà, de ces commandements par lesquels ils vivent. Et maintenant, en fait, ils vivent depuis tellement longtemps sous le joug de cette dictature absolue qu'ils ne peuvent plus imaginer vivre autrement. C'est tout simplement aberrant pour la plupart d'entre eux. Voilà. Donc, le truc, c'est que ce livre, il est vraiment incroyable. Il y a plein de métaphores et de sous-entendus et voilà, de compréhension en plusieurs couches de ce livre, que ça en devient vraiment une lecture incroyable au niveau richesse. Il n'en reste pas moins que ce ne sera peut-être pas le livre avec lequel vous aurez le plus grand attachement émotionnel. Ça n'en reste pas moins une très bonne lecture, une très bonne lecture au niveau richesse, et on comprend en fait comment le genre, plutôt le sous-genre de la dystopie s'est développé à partir voilà, de cette conception-là qui a été imaginée par Yevgeny Zamyatin en 1920. Quand même, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Ensuite, je voulais juste terminer avec ce livre en vous présentant la version arabe. Donc, c'est une traduction qui a été faite assez récemment par la maison Pop Libris ici en Tunisie. Et donc, vous pouvez retrouver ce livre disponible dans les plus grandes librairies en Tunisie. Et je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible en anglais, en arabe et en français aux éditions Rivage. Donc, n'hésitez pas, je vous le conseille. C'est un incontournable si vous aimez la dystopie. Ensuite, je passe à la fantasy avec le tome 2 de la série Le Sorceleur, donc de Andrei Sapkowski aux éditions Brajlon. Toujours dans cette magnifique réédition absolument waouh, je suis totalement fan. Enfin bref, donc pour ce livre-là, donc pour les séries, c'est un peu compliqué de bien parler d'un tome 2 sans pour autant spoiler. Je vais vous parler tout d'abord du prémisse du premier tome. Donc, on va suivre un sorceleur, donc de toute évidence, avec, je crois, le premier tome, c'est le dernier vœu, et là, c'est le tome 2, c'est l'épée de la vérité, de la providence, pardon. L'épée de la vérité, c'est autre chose. Bref, donc on va suivre Geralt de Rive, qui est un sorceleur. Et on va le suivre en fait à travers différentes nouvelles qui sont reliées les unes aux autres. Oui, parce que le premier tome et le deuxième ne sont pas écrits en forme de roman en tant que tel, c'est plutôt des nouvelles qui sont liées les unes aux autres. Et donc Geralt de Rive, on va le suivre dans ses différentes aventures, et chaque nouvelle en fait c'est une aventure séparée, bien qu'il y a des éléments qui relient, voilà, tout cet ensemble-là. J'avais beaucoup aimé. Au début, c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisé le fait que ce soit écrit en nouvelle, mais finalement ça a été une bonne chose parce que j'ai pu le lire assez rapidement. Ça se lit très vite et ça rend le truc, enfin la lecture plus légère. Ensuite, les personnages. Vraiment, les personnages sont bien construits. On s'attache rapidement aux personnages. Il y a beaucoup d'humour. Les échanges entre Geralt de Rive et Dandelion, qui est son compagnon de route au cours de certaines de ses nouvelles. Franchement, c'est un troubadour et il est hyper drôle et leurs échanges sont juste hilarants des fois. Les personnages sont riches, on s'y attache. Il y a beaucoup, voilà, de dynamique entre les personnages, ce qui rend le truc vraiment super intéressant. L'univers aussi, la construction, la mythologie, la culture, etc. C'est beaucoup d'informations, mais on s'en rend pas compte en fait, on s'en rend pas compte. C'est que l'auteur, il arrive à glisser tout ça sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, en ressortant du livre, on sait beaucoup de choses
sans avoir eu voilà, cette impression, voilà, il y a trop de descriptions, il y a trop de trucs en blabla qui n'est pas nécessaire, etc. Non, c'est pas du tout le cas. C'est tellement bien glissé en fait dans la narration qu'on ne s'en rend pas compte et du coup voilà, c'est super. Moi j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré à tous les niveaux, donc que ce soit les petites nouvelles, enfin chacune voilà sa petite trame et puis la trame générale du livre plus ou moins. Là, en fait, on continue à suivre le sorceleur dans ses aventures, mais on découvre de nouveaux personnages. Et là, en fait, il y a une trame plus ou moins euh, pas générale, mais il y a, par exemple, je crois, cinq, peut-être un petit peu plus, peut-être une dizaine de nouvelles qui sont reliées les unes aux autres et donc on retrouve les mêmes personnages avec leur propre histoire qui va évoluer et franchement autant j'ai ri autant j'ai versé une petite larmouchette vers la fin et j'ai adoré. Certains passages, je les ai marqués parce que voilà, c'était juste magnifique l'idée de l'auteur, en fait, d'écrire un univers qui... Comment dire? Alors, il y a certains passages comme ça où tu te dis, mais putain, mais ça c'est l'histoire sur laquelle a été basée l'histoire de Blanche-Neige. Ou bien ça c'était l'histoire sur laquelle ils ont basé l'histoire de la petite sirène. Et donc tu te dis, mais comment ça se fait? Et donc tu te dis peut-être que cet univers-là, en fait, il est un passé lointain du nôtre, et donc les frères Grimm, par exemple, qui ont repris en fait tous ces contes pour les réunir dans un seul texte, se sont inspirés de contes anciens qui étaient vraiment trop, comment dire, trop gore, trop violents, trop sanglants, etc., pour les rendre un peu plus accessibles à tout le monde. Et puis Disney, on sait que ce qu'ils en ont fait, c'était vraiment trop tout est beau, tout est rose, tout est bien, qui finit bien, etc. Enfin bref, c'était absolument magnifique ces passages. J'ai adoré, c'est mes passages préférés du livre. En plus des discussions entre Gérald de Rive et Dandelion. Et puis on rencontre une enfant ici qui va être l'enfant élu entre guillemets. C'est Siri et donc franchement sa dynamique avec Gérald aussi j'ai beaucoup aimé donc voilà c'était un petit coup de cœur parce que ça reste quand même un format avec lequel je n'accroche pas à 100% les nouvelles mais j'espère que la suite, on m'a dit que la suite était quand même en roman, donc j'espère que voilà, ça passera mieux. Et je suis sûre que si ça continue à s'améliorer comme ça, les prochains seront des gros coups de cœur. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de John Scalzi. Donc, j'ai lu une novella plutôt de John Scalzi et qui s'appelle donc The Dispatcher. The Dispatcher, c'est une petite novella que j'ai écoutée en audiobook qui fait à peu près 2 heures d'écoute, 2h20, quelque chose comme ça. Enfin, c'est court, quoi. C'était donc vite écouté. Et c'était un petit coup de cœur parce que en général, moi, j'ai du mal avec les nouvelles et les novellas. J'aime beaucoup parce que ça se lit vite, c'est sympa et tout, mais j'arrive difficilement à avoir des gros coups de cœur pour les nouvelles et novellas parce que j'ai pas le temps en fait de m'investir et de m'accrocher avec voilà l'histoire ou les personnages. Du coup, j'étais vraiment étonnée avec celui-là parce que il y a eu un passage vers, disons, la fin de la novella qui m'a juste mis sur le cul. C'était juste incroyable. J'ai chialé ma race. J'ai chialé ma race et je n'ai pas vu venir. Alors pour l'histoire, The Dispatcher, ça se déroule dans un monde qui peut être en fait aujourd'hui ou demain. C'est voilà, c'est notre monde, mais avec un élément différent. Donc dans ce monde-là, comment dire, toutes les personnes qui sont victimes d'un meurtre reviennent à la vie. Donc par exemple, si quelqu'un t'exécute, donc on te tue, tu vas disparaître de l'endroit où tu as été tué
pour réapparaître en fait chez toi, dans ton lit. Et du coup, au début, c'était un peu bizarre parce que voilà, la première fois que ça arrive, la personne, quand elle dit ouais, j'ai été tuée, mais finalement, voilà, t'es là, donc t'as pas été tuée. Enfin bref, donc c'est normal que les gens n'ont pas cru, mais par la suite, en fait, il s'est arrivé à tellement de monde que voilà, ils pouvaient plus ignorer ce fait-là. Et du coup, le gouvernement le gouvernement américain a créé une branche du gouvernement qui va en fait dont les employés vont être appelés des dispatchers. Et pourquoi des dispatchers? Parce que en fait, ils ont eu l'idée d'exploiter le fait que les personnes qui sont tuées, exécutées, etc., reviennent à la vie, en l'utilisant par exemple comme une assurance plus ou moins, lors par exemple d'opérations de chirurgie qui sont assez lourdes et donc où il y a un risque énorme que le patient meure sur la salle d'opération. Et donc par exemple l'hôpital et l'assurance de l'hôpital vont demander à ce qu'un dispatcher soit présent dans la salle d'opération pour que, par exemple, si le patient se retrouve en état de détresse et qu'il va mourir, le dispatcher va en fait tuer cette personne pour qu'elle ressuscite. Et le plus en fait, c'est que quand elle ressuscite dans un état pas le même que lors de sa mort. Elle revient en fait 12 heures ou même plus en arrière, donc voilà, dans un meilleur état. Et donc si une erreur a eu lieu pendant la première opération, on peut y remédier. Donc on tue la personne, elle revient à la vie encore une fois, et on peut recommencer l'opération une deuxième fois sans refaire les mêmes erreurs. Et du coup, voilà, ça a complètement changé le monde, la conception du monde. Par exemple, les meurtres, les exécutions, les guerres de gangs, etc. Donc tout ça a changé et les dynamiques ne sont plus pareilles. J'ai beaucoup expliqué le monde parce que franchement c'est super intéressant sans vous spoiler. Ça on va le découvrir très rapidement. Et puis en fait l'histoire, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire en fait se déroule à partir du moment où le dispatcher qu'on suit, donc Tony Valdez, va prendre en fait le tour de garde d'un de ses collègues pour en fait aller dans la salle d'opération. Sauf qu'au moment où il sort de la salle d'opération, il y a une inspectrice du service de Chicago qui va lui demander son aide parce que justement la personne qui l'a remplacée a été kidnappée. Et donc il va être emmêlé comme ça dans cette enquête par la police de Chicago et il va lui arriver plein de trucs, plein de rebondissements, etc. Et comme je vous l'ai dit, vers la fin, il se passe quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a pris par surprise, qui m'a vraiment... mais c'était une émotion mais tellement forte, tellement inattendue que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pleuré comme une madeleine et j'ai pas pu m'arrêter. Et donc voilà. C'était une très très bonne lecture, je ne peux que vous le conseiller si voilà, vous lisez en VO parce que je pense pas que ça a été traduit en français. Mais en tout cas, si vous avez accès au livre audio, je vous conseille de l'écouter sur Audible parce que c'est narré en anglais en tout cas par Zachary Quinto. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'acteur qui a joué Sylar dans Heroes et qui a joué dans Star Trek. Donc voilà, j'adore la voix, la narration elle est très très bien, le texte il est magnifique, comme toujours avec John Scalzi, donc à chaque fois c'est un gros coup de cœur et voilà, ça a été un réel plaisir. Et c'est tout donc pour cette vidéo. Donc comme à chaque fois, je vais garder le format de 3 livres par vidéo pour que ce soit pas trop lent. Et si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner donc en cliquant sur la petite cloche parce que comme ça vous pourrez recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, donc tout ce qu'il me reste à vous dire c'est à très bientôt. Bye bye.